Alors, la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal du 7 septembre 2021 est ouverte. Il est 19h01. Alors, je vous cède la parole, Monsieur le maire, pour le mot des élus. Merci. Bonsoir et bienvenue à la séance virtuelle du Conseil d'arrondissement du 7 septembre 2021. Nous avions prévu initialement de tenir cette séance en personne, mais l'arrivée de la quatrième vague et les directives que nous avons reçues de la Ville-Centre nous ont plutôt incité à la prudence. On sait que la vaccination continue de progresser. On a franchi le cap là, du 80% des personnes de 12 ans et plus qui sont adéquatement vaccinées. Donc, on peut évidemment s'en féliciter, mais avec les nouveaux variants, bien, nous avons intérêt à poursuivre nos efforts de vaccination et à maintenir les gestes barrières que nous avons appris déjà depuis la première vague, c'est-à-dire se laver les mains, maintenir la distance physique et porter un masque quand on ne peut pas avoir de distance. Donc, je remercie d'ailleurs le réseau de la santé pour ses efforts multiples pour rejoindre les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, notamment avec leur présence au Parc Laurier un peu plus tôt cet été, au Parc La Fontaine plus récemment, donc qui sont au YMCA du Parc, donc qui viennent vraiment pour essayer de rejoindre les citoyens et citoyennes où ils sont. Donc, merci pour ces efforts. La pandémie a eu de nombreux impacts sociaux et économiques, dont l'un des plus visibles est la forte augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance. On voit ce phénomène à Montréal, mais aussi dans de plus petites municipalités québécoises qui n'avaient jamais été confrontées à cela auparavant. On le voit aussi dans toutes les grandes villes au Canada et ailleurs dans le monde. Et on le voit à tous les jours dans le plateau, principalement dans le secteur Milton Park et celui autour du métro Mont-Royal. Ce n'est pas une problématique qui va se résorber rapidement, étant donné l'ampleur et la complexité de la problématique. Malgré ça, nous avons la responsabilité, comme pouvoir public, de mettre en place des mesures qui permettent à toutes et tous de vivre dans un environnement sain et sécuritaire. L'arrondissement dispose de plans de cohabitation sociale qui sont disponibles sur notre site Internet pour ces deux secteurs. Et nous collaborons étroitement avec les organismes communautaires, les organismes autochtones, le service de police et le réseau de la santé à la mise en place d'actions à court, moyen et long terme. Pour les actions à plus long terme, on pense évidemment à des solutions, à du logement, mais du logement avec des services. Donc, c'est important à ce moment-là qu'on ait des investissements importants et du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, non seulement pour la brique, le mortier pour construire du logement, mais aussi pour s'assurer qu'il y ait des services disponibles aux personnes dans ces logements, euh, dans ces logements-là. Nous avons tenu une assemblée publique d'information la semaine dernière portant spécifiquement sur la situation du quartier Milton Park, lors de laquelle nous avons pu présenter un nouveau service de médiation développé par le Centre Amitié Autochtone qui assurera une présence dans le quartier 5 jours par semaine. Nous discutons actuellement avec l'organisme pour renforcer la présence en soirée et les week-ends, comme le demandent les citoyennes et les citoyens et comme ils nous l'ont affirmé lors de la soirée d'information. J'espère que je pourrai vous donner des bonnes nouvelles d'ici la fin de la semaine. Nous avons également transmis des demandes au réseau de la santé, notamment celle d'ajouter un service d'hébergement adapté culturellement aux personnes autochtones avec un service de repas sur place et l'accès à un espace extérieur 24 heures sur 24 à l'Hôtel-Dieu. Comme c'est déjà le cas pour une centaine de personnes en situation d'itinérance qui sont desservies sur place et ça se passe très bien. Donc, ça doit être mis en place très rapidement et ça doit être financé par le réseau de la santé en partenariat avec des organismes spécialisés, comme c'est toujours le cas pour ce type de service. Un autre sujet, par ailleurs, donc signe que c'est la rentrée, nous avons débuté aujourd'hui le démontage des installations de l'avenue du Mont-Royal piétonne, qui a contribué pour une deuxième année là, à embellir notre été et à soutenir la relance des commerces de l'avenue du Mont-Royal. Selon les données qui ont été recueillies par la Société de développement commercial, le taux d'inoccupation commerciale est passé de 14,5 à 10 au cours des 2 dernières années en pleine pandémie. Donc, ça démontre vraiment l'attrait de l'avenue du Mont-Royal pour les commerçants. Je veux dire un grand bravo à la SDC pour tout le travail qui a été accompli cette année
afin d'améliorer l'expérience. Donc, on a une expérience qui a été bonifiée, améliorée. La SDC a joué un grand rôle dans cette amélioration-là, mais je veux aussi remercier toutes les équipes de l'arrondissement qui ont été impliquées dans ce projet. Et il y en a eu plusieurs équipes pour leur dévouement de tous les instants. Sans une collaboration aussi étroite entre l'Association des commerçants et l'arrondissement, on n'aurait jamais pu avoir un projet d'une telle qualité. La fin de la piétonisation donne également le signal pour le début des travaux de réaménagement du parc des Compagnons de Saint-Laurent qui devrait se terminer plus tard cet automne. Donc, je suis passé tout à l'heure, donc il y a déjà une grande clôture qui est aménagée, ça n'a pas été long. Donc, on avait dit début des travaux le 7 lors de la fin de la piétonisation et le 7, la clôture est installée, donc ça démarre et on souhaite que ça se termine cet automne. Donc, avec la place des fleurs de macadam, et le Parc des Compagnons. Ce sont donc deux nouveaux espaces complètement réaménagés que nous découvrirons bientôt sur l'avenue. Cette semaine, nous avons fait une grande annonce du plus grand projet de protection et de développement d'ateliers d'artistes à coût abordable au Canada. Donc, ce sont 280 000 pieds carrés d'ateliers qui seront disponibles pour environ 900 artistes. C'est énorme. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de Richard Ryan dans ce dossier, depuis qu'il est élu d'ailleurs. Et ce sera sans aucun doute l'un de ses legs les plus importants à la collectivité. Donc, bravo Richard, et je vais le laisser vous en parler un peu plus en détail lors de son tour de parole. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'inaugurer la place André-Lachapelle avec des membres de sa famille. Cette initiative revient à la conseillère Marie Plourde et je tiens à la féliciter pour avoir pris cette initiative-là. Et je vais lui laisser le soin de vous en parler un peu plus lors de son tour de parole. Finalement, le dernier point que je voulais aborder avec vous ce soir, et non le moindre, je suis très heureux que le Musée de l'Holocauste de Montréal ait choisi de déménager sur le plateau, sur le boulevard Saint-Laurent. Ce projet constitue une excellente nouvelle pour la relance du boulevard Saint-Laurent et plus largement pour la relance du centre-ville. Donc, d'avoir un autre grand musée à proximité du centre-ville, c'est très bon pour notre centre-ville qui va y accueillir. Le musée accueille des visiteurs des écoles, il accueille des enfants et des adultes de Montréal, du Québec, mais aussi de partout dans le monde. Donc, je souhaite la bienvenue au Musée de l'Holocauste et je les remercie d'avoir choisi le plateau pour s'installer au moins pour les 50 prochaines années. Là-dessus, je vous souhaite un bon conseil d'arrondissement et je passe maintenant la parole à Marianne Giguère. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, on va voter ce soir le contrat pour démolir la piscine du Parc Baldwin. C'est une piscine qui a été construite en 1964. Elle est arrivée à la fin de sa vie et elle subit des grands problèmes avec son système de filtration là, qui est devenu désuet, en particulier parce qu'elle a été construite dans le Parc Baldwin, qui est une ancienne décharge, un ancien dépotoir. Donc, toute la structure du sol en dessous est très, très instable et ça a causé beaucoup d'ennuis, si bien que même, vu les délais, là, parce qu'on pensait vraiment pouvoir commencer les travaux cette année, cette saison-ci, plus tôt, mais c'était même plus possible d'ouvrir la piscine, là, tellement la désuétude des installations rendait ça complexe, là, voire même dangereux. C'est vraiment multifactoriel, les raisons qui font que, contrairement à ce qu'on avait prévu, les travaux n'ont pas pu commencer plus tôt cette année. Là, je sais que pour plusieurs personnes, c'était bien frustrant de voir la piscine fermée tout l'été alors qu'il ne s'y passait rien. C'était vraiment des raisons hors de notre contrôle. Le manque de personnel est aussi très difficile. On en entend beaucoup parler, mais ça affecte aussi nos équipes à la ville, en arrondissement et à Québec parce qu'on attend aussi un permis pour décontaminer ce secteur-là du Parc Baldwin, autant autour de la piscine que du jardin communautaire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que déjà l'an prochain, les jeux d'eau du Parc Baldwin vont être à nouveau accessibles. Là aussi, on devait y avoir accès beaucoup plus tôt cet été, et encore une fois, là, pour toutes sortes de raisons qui nous échappent, qui sont hors de notre contrôle. Les travaux sur le chalet ont été plus longs que prévu. Ils achèvent normalement. Et en fait,
la très chouette nouvelle, c'est qu'on a donné le mandat à nos équipes de trouver une façon pour que les familles, les gens puissent se rafraîchir malgré l'absence de piscine, parce que la démolition va bien avoir lieu cet automne, mais l'an prochain, il va y avoir toute la reconstruction. Donc, la piscine, malheureusement, ne sera pas terminée pour la saison chaude 2022. Mais on a travaillé en collaboration avec la firme Castor et Pollux, qui est une firme de design urbain, je ne sais pas quel serait le meilleur terme, des concepteurs de mobilier urbain et d'expériences urbaines qui sont dans l'est du plateau. Et on leur a demandé de créer quelque chose pour rafraîchir les gens. Donc, ça va s'appeler la Traverse des Brumes. Et ça va être un espace dans le parc Baldwin, pas loin de l'école, pas loin de la rue Rachel, où il y aura de toutes sortes de façons de se rafraîchir, de se faire mouiller, mais dans un contexte qui va prendre des allures vraiment naturelles, de marais, de passage à gué, où il y aura beaucoup de végétaux, de plantes, de milieux humides qui vont faire en sorte qu'on pourra jouer, être rafraîchi, être mouillé, mais dans une ambiance de marais un peu mystérieuse et luxuriante. Donc, les travaux pour la Traverse des Brumes commencent incessamment. Vous allez les voir pour qu'on soit vraiment prêt pour l'été prochain, quand il refera chaud. Donc, voilà pour la piscine Baldwin. Merci. Merci, Marianne. Je passerai maintenant la parole à Josefina Blanco. Oui, merci. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais quelques nouvelles, quelques rappels de l'Est. Tout à l'heure, Monsieur le maire a parlé du début des travaux pour les parcs des Compagnons. On vous a, à chaque conseil, fait une mise à jour de comment s'avancer les dossiers. Donc, on est très content que les travaux commencent. Dans les mois de juin, on a parlé aussi à propos d'une collaboration avec l'école Jeanne Mans, les centres d'écologie urbaine de Montréal et l'arrondissement du plateau Mont-Royal pour des projets d'agriculture urbaine à travers les fonds des écoles du quartier. Puis aujourd'hui, j'ai fait un petit dossier qui vient lier ces deux espaces-là, le campus Jeanne Mans avec les nouveaux parcs qui s'en viennent du parc des Compagnons. C'est le dossier 40.03. C'est en fait une ordonnance pour venir approuver, pour venir officialiser un traverse écolier qui, dans les faits, existe déjà. Et c'est une ligne de désir, comme on dit habituellement. C'est un chemin qui est très, très emprunté par les écoliers de l'école, par les étudiants de l'école Jeanne Mans, les matins, les midis et les soirs. Et c'est justement cette utilisation qui vient justifier et officialiser cette traverse écolier. Parce que normalement, selon les mesures du ministère des Transports du Québec, vu qu'on est très, très proche de l'intersection de Marianne et de Bordeaux, où il y a des feux de lumière, ça ne devrait pas avoir cette traverse. Mais dû le volume, dû l'utilisation et dû aussi l'effet qu'on veut vraiment que tous et toutes aillent leur place de façon sécuritaire, surtout quand on parle de l'école. On ne va pas oublier non plus qu'il y a les CPE et les sabliers aussi dans les coins. Donc, on est bien content. Cette traverse va avoir des avancées de trottoirs, ce qui va venir raccourcir le temps des traverses. Et ça va augmenter la visibilité des piétons. Ça va être aussi une traverse surélevée, donc la vitesse des autos ainsi que des cyclistes va être réduite et il va y avoir de la signalisation et bien évidemment du marquage des vents de couleur jaune. Donc, on trouvait que c'est une bonne nouvelle, cet espace entre les parcs des Compagnons et les campus Jeanne Mans. Il y a des nouvelles, il y a des choses qui avancent et qui se passent dans l'est du plateau. Donc, je tenais à les souligner ce soir. Merci, Monsieur le maire. Merci, Josefina. Je passerai la parole maintenant à Maëva Villain. Oui, j'en renchéris sur un projet qui avance bien dans le district de Jeanne Mans, suite à une mobilisation citoyenne qui dure depuis plusieurs années. Nous entreprenons des travaux importants sur la rue Saint-Christophe entre Napoléon et Roy. Donc, l'année passée, on avait déjà procédé au verdissement d'un tronçon champêtre entre la rue Saint-Christophe et la rue Saint-Hubert et les résultats déjà cette année
et d'une grande beauté. Et ce soir, dans le but d'avoir moins de circulation automobile et plus de place pour le verdissement et créer un lieu de vie de qualité pour les résidents de ce tronçon, nous votons la mise en sens unique vers le sud de la rue Saint-Christophe sur le tronçon Napoléon et Roi. Suite à cela, nous allons faire la première partie des travaux pour le verdissement. Une seconde partie sera faite l'année prochaine car nous souhaitons laisser du temps à un des propriétaires riverains pour faire les travaux dans sa demeure. Donc, on va faire les travaux sur 2 années pour ce tronçon-là. J'en profite pour rappeler que si vous avez un projet de ruelle verte, vous avez jusqu'au 1er octobre cette année pour déposer votre projet. Un deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est que nous allons voter ce soir aussi, c'est la mise à disposition du chalet Laurier pour 2 organismes. Dans ce contexte de pandémie, vous le savez, les organismes doivent respecter des consignes de distanciation et souvent revoir les locaux qu'ils occupaient habituellement. Donc, la Maison d'Aurore, un organisme communautaire qui rend plusieurs services aux citoyens, mais notamment fait un service d'aide aux devoirs pour 3 écoles du quartier, sera présent au Chalet Laurier le lundi et le mercredi de 14h30 à 18h, donc pour assurer de l'aide aux devoirs conformément aux normes sanitaires. Et le Jardin des aînés, un organisme qui propose des activités pour les personnes âgées, notamment du bridge et des jeux libres, sera présent au Chalet Laurier le vendredi et le samedi de 11h à 16h. Donc, ça nous fait plaisir de prêter ce lieu important et central du quartier à des organismes qui vont pouvoir desservir à la fois des étudiants du primaire qui ont besoin de soutien pour leurs devoirs et d'offrir du divertissement aux aînés. Merci, Maïva. Maintenant, Marie Plourde. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, vous en avez parlé un petit peu en début de conseil. Aujourd'hui, on a eu la chance d'inaugurer la place André-Lachapelle. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air. C'était en présence de nombreuses personnes, dont les représentants de l'école Robert Gravel, qui est située juste à côté, les membres de la famille de Mme André-Lachapelle, les concepteurs, entre autres un représentant des concepteurs de la firme Projet Paysage. Il s'agit de l'architecte paysagiste, M. Serge Galland. Nos études techniques à l'arrondissement qui ont collaboré à ce très, très beau projet. Alors, j'aimerais vous rappeler quand même un peu l'histoire de cette placette-là. Elle est située sur la rue Fairmount, juste au coin de Saint-Dominique. En fait, le but, l'idée, parce qu'on doit quand même le mentionner, l'idée première est venue de l'ancien maire, M. Ferrandez, accompagné de François Gosselin et Daniel Seigneur, 3 personnes qui ne travaillent plus à l'arrondissement, mais qui s'étaient beaucoup investies. Alors, cette idée-là avait germé d'aider, de faciliter la cohabitation de 2 usages, soit l'usage résidentiel, puisqu'il y a des habitations pas très loin, et l'usage institutionnel de l'école Robert Gravel, qui n'a pas de campus, qui n'a pas de terrain. Donc, on voulait, ça a toujours fait partie, on a entendu parler un petit peu tout à l'heure avec Joséphina, notre désir de bien intégrer les écoles. Les écoles, ce sont les nouveaux parvis d'église, là où les gens se rassemblent, là où les gens discutent. C'est de bons endroits pour avoir des bonnes discussions, puis d'améliorer la cohabitation. Donc, ça faisait partie de cette démarche-là. Et c'est une école qui a une vocation théâtrale. Et bien, Madame Lachapelle, qui est malheureusement décédée en novembre 2019, bien, c'est une grande femme de théâtre. C'est une grande femme de théâtre qui a vu le jour dans le Myland. Et toute sa famille, d'ailleurs, elle a continué à habiter. Son père avait une petite épicerie pas très loin de l'école Saint-Enfant-Jésus du Myland. Et elle a continué d'habiter le quartier. Toute sa famille l'habite encore. Donc, la joie qu'ils ont de traverser à tous les jours cet espace-là, qui est maintenant, qui honore le passage de Mme André Lachapelle. Bref, tout ça est extrêmement cohérent. Et je voudrais remercier aussi la collaboration de Mémoire du Myland qui nous a apporté ces informations-là, qui nous ont aidés à nous guider vers, avec le service de toponymie de Montréal, de la Ville de Montréal pour baptiser ce lieu-là. Il ne pouvait pas être mieux nommé que la place André-Lachapelle. Alors, je voulais remercier tout le monde qui a collaboré à ce beau projet-là, à nos études techniques, encore une fois, qui ont
qui ont participé avec la firme d'architecture Projet Paysage. J'aimerais maintenant vous parler du point 2001 qui sera présenté aujourd'hui. Il s'agit de l'acquisition d'un terrain de 2700 mètres carrés, ce qui est quand même pas rien sur le plateau Mont-Royal. Ce terrain-là est situé sur la rue de Mentana, tout près des abords de la voie ferrée. Et avec ce terrain-là, nous allons pouvoir remédier à une cohabitation qui était un petit peu difficile. C'était celle de la cour de voirie, qui est une vieille cour de voirie désuète, je pense. Et corrigez-moi, monsieur le directeur de l'arrondissement, je pense que c'est celle qui a l'indice de vétusté la plus élevée à Montréal. Donc, c'est vraiment, ça fait dur. Hein? Puis les camions passent sur la rue Mentana, ça fait beaucoup de bruit. Il y a des habitations juste à côté. Donc, avec l'acquisition de ce terrain-là, on va refaire le clos de voirie, la cour de voirie, et on va pouvoir déplacer l'entrée qui causait tant de nuisances, l'entrée des camions. On va planter beaucoup d'arbres. Donc, ça va améliorer la cohabitation résidentielle et la cour de voirie. On va orienter le son vers la rue Christophe-Colomb. Bref, ça va vraiment améliorer le service et ça va nous permettre aussi de libérer un terrain. Et je pense peut-être que mon collègue Alex Norris pourra nous en parler un petit peu plus. Donc, c'est que du beau pour tout le monde. Et en terminant, j'aimerais juste aussi souligner, monsieur le maire, encore une fois, vous en avez parlé en début de rencontre, de conseil. Vous avez parlé de ce projet pour le musée de l'Holocauste sur la rue, le boulevard Saint-Laurent. Et j'aimerais juste mentionner que ça va faire l'objet d'un concours de design et de design international et ça s'inscrit tout à fait dans les démarches, c'est très, très cohérent dans les démarches de l'agenda montréalais 2030 pour la qualité et l'exemplarité du design et de l'architecture. Donc, le design, on le répète, c'est pas que beau, c'est aussi pratique, ça nous permet de bien intégrer ce genre de bâtiment-là sur une rue, d'un côté rue commerciale et de l'autre côté résidentielle, puisque c'est un lot qui traverse la rue et qui va jusque sur Saint-Dominique. Donc, on a beaucoup, je pense que c'est un projet qui va être très, très, très porteur. Alors, c'est tout pour moi, monsieur le maire, et merci de m'avoir cédé la parole. On voit que vous prenez à cœur votre rôle d'élu responsable du design de l'arrondissement. Maintenant, je passe la parole à Richard Ryan. Merci, monsieur le maire. Je prends la balle au bon de ma collègue sur la question de la cour de voirie, le point 2001, l'achat de terrain qui va consolider les cours de voirie. C'est pas Alex qui va en parler, mais je voulais dire quelques mots là-dessus parce que au-delà des avantages que ça va amener au niveau des cours de voirie, il y a un autre avantage, c'est celui de libérer une autre petite cour de voirie, un site qui avait une cour de voirie au coin de Marianne et de Bullion. Donc, c'est un site non seulement qui était problématique pour le voisinage, mais c'est surtout que c'est un terrain qui était déjà réservé pour faire du logement social. On se rappellera, en tout cas les plus vieux ou ceux qui se sont impliqués depuis très longtemps, qu'il y a eu 3 terrains qui appartenaient à la Ville de Montréal en 2010-2011 qui a été négocié avec l'administration Tremblay. Donc, l'administration du plateau Montréal a négocié avec l'administration Tremblay pour laisser réserver ces 3 sites-là pour du logement social, à 100% de logement social. Je mentionnais plus tôt aujourd'hui que la négociation s'est faite avec M. Applebaum, qui était responsable de l'habitation au comité exécutif de Gérald Tremblay à l'époque et qui a été aussi président du comité exécutif à la fin de cette négociation-là. Ces 3 terrains en question sont les 2 autres étant déjà construits en logement social et avec un CPE, la deuxième installation du CPE Villeneuve, donc la coop Myland qui est juste en arrière des bureaux de l'arrondissement de Gaspé avec 91 unités de logement et un centre de petite enfance accueillant une 60aine d'enfants. Le deuxième projet qui est aussi construit avec toutes ces années-là qui sont passées, c'est la coop familiale au coin de Villeneuve et de Relais, à côté du parc Palomino Brin d'Amour. Et le troisième était justement cette cour de voirie-là que par toutes sortes de situations, le projet de déménagement a pris du temps et donc finalement, ce soir, en annonçant l'achat de ce terrain-là, mais c'est une étape de plus. Ce n'est pas demain la veille qu'on va voir non plus la construction de ça, mais c'est une étape importante pour libérer cet espace-là, pour construire
Une autre coop, on parle d'une deuxième installation de la coop Marianne, qui est juste au sud, donc pour une 40aine d'unités de logements sociaux en coopérative. C'est très important, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle des fois qui prend du temps à arriver, mais finalement, les deux autres ont pris un peu moins de temps. Mais là, finalement, c'est très réjouissant de voir que ça va de l'avant avec ça. Donc, je voudrais remercier pour ces ententes-là. Les gens s'en souviennent peut-être pas, mais en 2011, il y avait eu toute une mobilisation citoyenne et de la société civile. Il y a eu une coalition qui s'était formée pour faire pression sur l'administration Tremblay, Applebaum, pour justement nous léguer ça. On se rappellera que M. Applebaum voulait vendre ces terrains-là à des promoteurs privés et peut-être laisser au final 15% d'inclusion en logement social. Et on trouvait que dans ce cas, des rares terrains qui nous restaient de la Ville de Montréal devaient servir d'abord à du logement social s'il était voué à l'habitation. Alors voilà pour le point 20.01. Je reviens un peu, merci M. le maire pour vos bons mots en début de conseil sur les ateliers d'artistes. Donc au point 40.05 et au point 40.07, deux gros dossiers. Il y en a un qu'on termine ce soir avec l'adoption finale, soit celui du regroupement Pied-Carré sur De Gaspé. C'est une vieille entente qui est renouvelée pour un nouveau 35 ans avec l'entreprise Allied Property. Donc un 35 ans et avec un avantage d'usufruit pour le promoteur communautaire qui gère ces espaces-là. Et le deuxième projet qui commence ce soir son processus d'adoption, c'est sur Casgrain. Donc, c'est un grand projet intéressant aussi, donc sur une entente de 25 ans avec aussi des modalités d'usufruit pour le promoteur communautaire qui est Atelier Créatif. Donc, une entente de 25 ans. Les deux ensemble totalisent 280 000 pieds carrés. C'est la plus grande entente jamais eue au Canada. Donc, on parle du long terme, 25 ans dans un cas, 35 ans dans l'autre. La question de l'usufruit qui est donné au locataire principal communautaire et d'avoir des avantages de propriétaire pour demander justement à la Commission municipale du Québec des congés fiscaux et des allègements fiscaux. Il peut y avoir congé, il peut y avoir allègement. Et c'est super important. C'est une première aussi dans ces cas-là. Souvent, c'est des propriétaires au BNL qui sont réellement propriétaires. Dans ce cas-là, c'est des locataires, mais avec une entente avec le propriétaire, d'usufruit. Donc, ils peuvent avoir justement non seulement les responsabilités, mais surtout les avantages que comporte justement cette entente-là. Alors, c'est très réjouissant que ça se termine ainsi parce que c'est de longue haleine. On se rappellera, et un grand merci à nos services d'urbanisme qui ont mis, on disait, les urbanistes les plus créatifs de tout Montréal, qui sont dans l'arrondissement du Plateau, qui ont réussi à trouver la possibilité de faire du zonage vertical dans ces grands bâtiments-là du Myland industriel, qui a provoqué ces ententes-là. Donc, déjà en 2012, qu'on avait voté d'abord un contrôle intérimaire, mais par la suite des allègements en fonction des ententes qu'il y avait eu entre les propriétaires et les locataires d'ateliers d'artistes. Donc, la dernière qui commence ce soir. Alors, merci beaucoup. Merci, Richard. Tu l'as fait lors de la conférence de presse. Je vais le souligner aussi, le rôle des propriétaires, qui ont quand même les deux grands propriétaires qui ont accepté de faire cette entente-là. Donc, on doit souligner leur rôle, mais aussi celui de la SEDEC à l'époque, et particulièrement de Marianne Marchand, qui était l'agente de développement à la SEDEC, qui a aussi joué un rôle important. Donc, j'en profite pour le souligner parce que tu l'avais fait à la conférence de presse. Donc, merci de le rappeler. De le faire et je cède maintenant la parole à Alex Norris. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Alors, j'aimerais renchérir sur deux points qui ont déjà été mentionnés. Le premier concerne l'aménagement, la rénovation de la cour de voirie de Montana. Un avantage additionnel qui n'a pas été mentionné, c'est que ça va permettre la fermeture de la cour de voirie sur la rue de Bullion au coin de la rue Marianne. Ce cour de voirie est mal situé au cœur d'un quartier densément habité. Et donc, ça va être un changement qui sera le bienvenu dans ce secteur du plateau de Montréal.
et on est très heureux qu'on ait pu franchir cette étape importante dans la centralisation des activités liées à la voirie sur le plateau Montréal. Aussi sur le musée de l'Holocauste, je me réjouis du fait que cette institution ait choisi de déménager sur le plateau Montréal, au cœur de l'ancien quartier juif historique de Montréal, aux abords du boulevard Saint-Laurent. Il y a plusieurs avantages à ce projet sur le plan culturel, bien évidemment, mais aussi économiquement. Je pense que ce tronçon du boulevard Saint-Laurent est dominé par des activités nocturnes, des bars, des restaurants, des clubs. Et je pense que ça va être intéressant d'avoir une institution culturelle qui attire des gens pendant la journée afin d'obtenir un meilleur équilibre de l'offre culturelle et économique de ce tronçon du boulevard Saint-Laurent. Il y a un avantage aussi pour les voisins de la rue Saint-Dominique, dans le sens qu'un stationnement à ciel ouvert sera construit et cela permettra de protéger les résidents de la rue Saint-Dominique des activités et du bruit qui vient du boulevard Saint-Laurent, une grande artère commerciale. Alors, le projet est à son étape initiale. Il va y avoir, comme le maire l'a mentionné, un concours d'architecture, mais à ce stade-ci, juste pour approuver les hauteurs et les dérogations, il va y avoir une consultation écrite. Je vous encourage à regarder l'infolettre de l'arrondissement qui va annoncer très prochainement la tenue d'une consultation écrite. Il est important de noter qu'il va y avoir des ajouts de volume importants sur le boulevard Saint-Laurent et qui modifieront l'apparence du paysage de rue de ce tronçon du boulevard. Donc, très important que le monde, les voisins, les gens qui s'intéressent au patrimoine, à l'histoire du boulevard Saint-Laurent, prennent connaissance des documents afin de pouvoir avoir leur mot à dire et influencer le projet afin qu'on obtienne le meilleur projet possible pour le quartier. Alors, merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Donc, ça complète le mot des élus. Alors, poursuivons avec l'ordre du jour à l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 septembre 2021. Oui, merci. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 7 septembre 2021. Adopter l'article 10.03, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement, tenus respectivement les 5 et 15 juillet et le 16 août 2021. Oui, donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 10.04, période de questions et requêtes du public. Alors, la période des questions du public est maintenant ouverte et sa durée sera d'1 heure, comme à l'habitude, sauf si le Conseil la prolonge. Alors, la période des questions se terminera donc à 20h34. Alors, nous avons, Monsieur le maire, une trentaine de questions. Allons-y avec les 2 premières qui vont porter sur le même sujet. Alors, il s'agit des questions provenant de Mme Anne Saint-Laurent et M. Simon Brulotte. Alors, je vais lire les questions en rafale. La première, à quand est prévu un parc à chiens clôturé au parc Jeanne-Mance ou à proximité afin d'y aller jour comme soir? Cela fait des années que les citoyens le demandent. Et la deuxième question, est-ce qu'un parc à chiens est prévu dans le parc Jeanne-Mance ou dans les environs? Alors, si vous permettez, M. le maire, je vais répondre à ces 2 questions-là. Il y a un processus en cours en vue de l'élaboration d'un plan directeur du parc Jeanne-Mance. Comme vous le savez, sans doute, le parc Jeanne-Mance fait partie du réseau des grands parcs de la Ville de Montréal qui tombent sous la compétence de l'administration centrale de la Ville et non pas de l'arrondissement. Cela étant dit, j'ai multiplié des démarches auprès de nos partenaires à la Ville-Centre afin qu'on puisse obtenir finalement un parc à chiens clôturé au parc Jeanne-Mance. C'est une réelle nécessité. La cohabitation entre les maîtres de chiens, les chiens et les autres usagers du parc laisse à désirer. Les maîtres de chiens eux-mêmes se plaignent du fait que leurs chiens peuvent courir dans le trafic de l'avenue du parc et se mettre en danger. Donc, de nombreuses personnes sont intervenues lors des consultations qui ont été tenues
sur l'élaboration du parc du plan directeur du parc Jeanne-Mance en faveur de l'aménagement d'un parc à chiens clôturé. Alors, moi, le problème, c'est que le parc se trouve à l'intérieur d'un site patrimonial de grande importance. C'est un site patrimonial qui est protégé en vertu des lois québécoises. Alors, l'enjeu, c'est de trouver une manière d'implanter un parc à chiens clôturé qui ne nuise pas à la beauté du parc, à l'importance et des vues patrimoniales. Alors, afin d'atteindre cet objectif-là, j'ai consulté 2 grands experts en patrimoine et en architecture de paysage et j'ai préparé un mémo que j'ai fait parvenir à l'époque aux responsables des grands parcs, au comité exécutif. Je suis résolument en faveur de l'aménagement d'un parc à chiens à ce site-là. J'ai même proposé des sites où ça pourrait se faire sans nuire aux vues publiques. Alors, ça doit se faire de manière concertée, pas à la pièce. Il faut que ça fasse partie d'un plan d'ensemble. C'est ce qui est en élaboration à l'heure actuelle par nos partenaires à la Ville-Centre, mais j'ai bon espoir. Je suis très optimiste que nous allons obtenir enfin un parc à chiens clôturé. L'échéancier reste à déterminer. Ce ne sera très certainement pas avant la tenue des élections municipales, mais j'ai bon espoir que dans les mois à venir, dans les années à venir, on pourra avoir cette installation qui est vraiment nécessaire, à mon avis. Alors, merci pour vos questions. Et merci pour votre militance à ce sujet, M. Brulotte et Mme Saint-Laurent. Question de Mme Eva Laurie-Gignac. Ce matin, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La Ville a coupé l'eau courante sans nous aviser alors que j'ai un bébé de 9 mois à la maison. De plus, il y a un attroupement de pancartes d'interdiction de stationner devant ma porte depuis des semaines sans que personne ne vienne les récupérer. C'est un risque de blessure. Aussi, il y a un trou énorme au coin de la rue Rivard et du Lutte qui est là depuis plusieurs années. La Ville a simplement mis un cône par-dessus. Ce trou fait environ 1 mètre de largeur. 2 enfants pourraient y entrer facilement. C'est de la négligence grave. Tout cela sans compter tous les travaux d'égout qui ont été faits récemment, qui ont empesté certaines demeures d'une odeur nauséabonde pendant plusieurs semaines. Les changements de direction de la rue dus à la piétonisation de du Lutte. Les sections interdiction de stationner alors qu'aucun travaux n'a fait et qu'on paye pour une vignette. Ça commence à ressembler à de l'acharnement. Oui, merci Mme Gignac pour votre question et vos commentaires. En fait, le 20 juillet, on nous indique qu'il y a eu une coupure d'eau qui était imprévue. Ça arrive, là, parfois, il y a des bris soudains qui ne sont pas planifiés, il y a coupure d'eau. Et dans ce temps-là, on n'a pas le temps d'émettre des avis aux résidents. On me dit que la coupure a duré environ 1 heure. Donc, donc évidemment, ça ne laisse pas le temps de distribuer des avis aux résidents. On me dit aussi qu'on a tenté de communiquer avec vous à 3 reprises là, pour avoir plus de détails sur les autres éléments que vous mentionnez, notamment le trou et les pancartes, que notre équipe, il y a un gestionnaire qui est allé sur la rue Rivard pour essayer de voir les points que vous évoquiez et qui n'a pas constaté de panneaux, donc peut-être qu'ils ont été ramassés juste avant qu'ils passent. Et ils n'ont pas non plus vu ni de trous, ni constaté d'odeur nauséabonde. Donc, ils vous ont laissé un numéro de rappel. Ils vont tenter de vous joindre à nouveau, vraiment pour être certains là, qu'ils sont à la bonne place et ils regardent les bonnes choses. Donc, on va faire un suivi avec vous. Les 3 prochaines questions portent sur le même sujet, proviennent de Mme Valérie Roux, Mme Nancy Decoste et Julia Simon. Alors, la première question. Bonjour, est-il possible de reconsidérer les places de stationnement et tous les espaces ajoutés pour les possible de trouver des espaces pour les visiteurs en plus d'avoir la rue Mont-Royal de fermer ainsi que la rue Saint-Laurent? Ça m'a pris plus de 45 minutes pour me trouver un espace de stationnement et c'est rendu un vrai désagrément. C'est comme ça tous les jours, j'y habite, mais étant donné que mon adresse principale n'est pas là, je n'ai pas la vignette. Sérieusement, ça ne me donne pas le goût d'y rester.
rien n'est accommodant en tant que résident. Et je ne peux pas considérer le transport en commun pour mon travail. Deuxième question. Pour les résidents de la rue Jeanne-Mance, il n'y a toujours pas de pancarte de stationnement réservé aux détenteurs de vignettes. Nous sommes privés de places de stationnement, et ça depuis plus d'1 an. Nous payons pour un service qui n'est pas respecté. Et la dernière question, comme détenteur de vignettes de stationnement du secteur, quelle est votre solution et pour quand il y aura des travaux majeurs dans les quartiers Marianne, Messier et Désérable? Le nettoyage des rues a lieu les mardis et jeudis, et donc les contraventions sont données ces jours-là aussi. Où sommes-nous supposés se stationner dans ce cas? N'y aura-t-il pas un assouplissement des règlements étant donné le manque d'espace? Merci. Oui, donc je vais prendre la question de Mme Roux, qui est la première là, qui a été posée sur le stationnement. Donc, je veux juste rappeler qu'en novembre 2019, là, on a annoncé publiquement là, que 30% des places de stationnement partout sur le plateau allaient demeurer des places non tarifées et que 70% allaient devenir des places tarifées. C'est quelque chose qui est en cours depuis déjà un certain nombre, depuis plusieurs années. Et là, on finalisait l'équité sur l'ensemble du territoire. C'est la même chose maintenant partout, c'est-à-dire 30% des places demeurent gratuites. L'autre élément, on a aussi intégré une tarification éco-fiscale des vignettes de stationnement. Donc, c'est-à-dire que quand on a une petite voiture qui, en général, c'est-à-dire une petite cylindrée qui est en général une plus petite voiture et qui émet moins de gaz à effet de serre, bien, le coût de la vignette est moins cher que quand on a une plus grosse cylindrée qui est en général une plus grosse voiture qui émet davantage d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est la politique. Vous pouvez aussi, les gens, pour les visiteurs, là, il y a moyen de se procurer une vignette journalière. Donc, dans plusieurs dépanneurs, vous pouvez aller voir sur notre site de l'arrondissement pour voir les points de vente. Mais c'est possible de s'acheter une vignette journalière pour les visiteurs occasionnels s'ils n'arrivent pas à trouver une place dans les 30% de places gratuites. Sinon, évidemment, il y a aussi les places parcomètre. Si vous me permettez, je vais répondre pour la rue Jeanne-Mance. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore… Donc, on a terminé des travaux majeurs sur la rue Jeanne-Mance et effectivement, on n'a pas encore remis des poteaux avec les pancartes indiquant les zones de stationnement réservées aux vignettes, tout simplement parce qu'il y a une rupture de stock au niveau des tiges de fer et des manchons pour les installer. Mais écoutez, comme le maire l'a dit, c'est vraiment une de nos priorités dans le fond, réserver des places pour les personnes avec une vignette. Donc, ça fait partie de nos priorités. On veut les réinstaller, mais on est confronté à cette pénurie de main-d'œuvre. Et entre-temps, on vous invite une fois de plus à consulter la carte pour voir l'ensemble du territoire auquel vous pouvez accéder avec la vignette que vous avez achetée. Merci. Je vais prendre maintenant la troisième question qui était sur le sujet. Donc, la question de Julia Simon. Donc, sur les vignettes de stationnement quand il y a des grands chantiers. Donc, on n'a pas de… C'est vrai que c'est un enjeu important. Ça fait quelques fois que ça nous est signalé. On n'a pas vraiment d'autres façons de gérer les espaces de stationnement que la tarification par vignette. Donc, on n'est pas en mesure, par exemple, de retirer des zones comme ça là, de tarification du stationnement quand il y a un chantier. Il y a beaucoup de chantiers dans le plateau, la durée est différente d'un chantier à l'autre, parfois il y a des reports, etc. Donc, la seule option, c'est de trouver dans l'environnement immédiat là, des places de stationnement qui sont disponibles. Prochaine question de Mme Isabelle Racine. Bonjour, j'aimerais des explications claires sur les raisons pourquoi vous n'informez pas les résidents concernés lorsque vous faites des modifications de zone et en période d'interdiction de stationnement. J'habite à la même adresse sur Brébeuf depuis plus de 5 ans. Je change religieusement ma voiture de côté de rue pour me conformer aux périodes d'interdiction et sans aucun avis ni mémo de votre part. Du jour au lendemain, les heures ont changé. Si vous changiez la direction d'un sens unique ou si vous changiez la journée
de collecte des ordures, vous en informeriez les résidents, bien sûr. Ce serait la moindre des choses de nous aviser des changements de stationnement qui ont un impact direct sur la gestion de nos véhicules. J'y vois malheureusement un abus et une façon détournée de multiplier les constats d'infraction sur le dos des résidents qui ne demandent rien d'autre que de respecter les règles, mais aimeraient être avisés de tout changement au lieu d'avoir une amende de 79 $. Oui, donc merci, Madame Racine, pour votre question. En fait, comme on a fait le changement à l'échelle complète de l'arrondissement, on a tout élargi les zones pour qu'il y ait 70% des places qui soient des zones réservées aux résidents avec vignette. Ce qu'on a fait comme méthode d'affichage, d'avis des résidents, ça a été des panneaux qui ont été mis à l'entrée des tronçons sur chacun des tronçons. Donc, on a mis des panneaux partout pour avertir qu'il y avait un changement dans la gestion là, des places de stationnement avec vignette. Et je comprends la lecture de votre message, mais on l'a aussi entendu d'autres citoyens, citoyennes que il y avait peut-être un manque de panneaux d'affichage, c'est peut-être pas aussi visible et certaines personnes comme vous l'ont juste pas remarqué et finalement, elles sont retrouvées avec une contravention. Mais je vous assure, il y a eu des panneaux qui ont été mis partout et si éventuellement on fait des changements, bon, on pourra réviser ou bonifier notre façon pour s'assurer que vraiment les citoyens et citoyennes voient les changements qui sont proposés. Les deux prochaines questions proviennent du même intervenant, alors de M. Robin Boisvert. Alors, M. Boisvert, nous n'autorisons qu'une seule question par intervenant. Donc, je vais lire votre première question. Bonjour, au Conseil de juin, on demandait si c'était permis de mettre des no parking sur rue n'importe où ou pour les voitures personnelles des contracteurs. Nous pointillons une zone précise où c'est flagrant, Folum-Marianne. M. Rabouin a été catégorique, ce n'est pas permis et ces travailleurs n'ont pas ce privilège. Vous disiez que vous feriez un suivi aux contracteurs. 3 mois plus tard, c'était toujours là. Ils avaient même grillagé le tout. Pendant les 2 semaines de construction aussi, on ne pouvait pas déplacer les panneaux. Ils ont vissé dans le trottoir. Il y a 2 semaines, on vous a écrit parce qu'on trouvait votre manque de suivi et rigueur déconcertant. Ils ont retiré, mais ont maintenant créé leur stationnement grillagé directement dans le parc, 10 voitures. Trouvez-vous ça acceptable? Ce sera le cas. Si ça reste ainsi, nous pensons aussi créer un stationnement clôturé dans le parc Baldwin devant l'école Saint-Louis-de-Gonzague pour le personnel et plus besoin de payer des vignettes. Et M. Boisvert dépose 4 documents au soutien de sa question. Je vais prendre la question, Monsieur le maire. Alors, merci, Monsieur Boisvert, pour votre question. En fait, vous nous avez aussi envoyé des courriels, on les a reçus. On vous a répondu aujourd'hui même. Le directeur de l'arrondissement est sur le cas. En fait, on est d'accord avec vous que c'est inacceptable. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Là. On intervient, ça dure un certain temps, et puis après ça, les travailleurs reprennent les espaces. C'est quand même, comme je vous écrivais, un certain changement de culture. Là, ça fait depuis très longtemps que les travailleurs de la construction ont l'habitude d'occuper des espaces de stationnement sur rue ou à proximité des chantiers où ils travaillent. Mais on y travaille vraiment fort. On est d'accord que ce n'est pas équitable pour tous les autres travailleurs qui se rendent dans l'arrondissement pour travailler. On envoie des gens et ça va être réglé. De toute façon, le chantier achève. C'est un chantier qui est supervisé par le service des immeubles parce que c'est un chantier sur un immeuble. Donc, c'est pour ça que les inspecteurs qui font des tours ne sont pas nécessairement attentifs et attentives à chaque fois sur ce qui se passe en termes de stationnement sur rue. Mais on est d'accord avec vous et ce n'est pas vraiment un manque de volonté de notre part si la situation a perduré. Voilà, bonne soirée. Les 4 prochaines questions portent sur le même sujet. Il s'agit de questions venant de M. Mathieu Barré, Mme Caroline Texara, Mme Marilyn Pirèche et également Mme Sylvie Lamère. Je vais lire les 3 premières questions.
qui portent, comme je vous l'ai dit, sur le même sujet. Alors, la première question, bonjour, pourriez-vous nous donner une mise à jour des plans de l'arrondissement sur le stationnement du Saint-Sacrement, notamment nous confirmer le départ de la roulotte Wapikoni? La présence de cette dernière est assurément problématique au vu de tout ce que le voisinage endure depuis 2020. Qu'est-ce que la Ville prévoit de bâtir sur ce terrain maintenant que les travaux STM semblent atteindre leur terme? Quels sont les plans de la mairie d'arrondissement pour régler la situation sur le parking du Saint-Sacrement? Merci de prendre la situation au sérieux avant qu'elle ne se dégrade plus encore ou qu'on déplore des blessés. Et dernière question sur le même sujet. Dans le stationnement proche du métro Mont-Royal, une roulotte Wapikoni a été installée en mars 2021 afin d'accueillir des personnes en situation d'itinérance. La situation dégénère malgré du nettoyage, le resto-plateau éphémère, un plan de cohabitation sociale et le coin Saint-Denis-Mont-Royal restent problématiques pour les passants et les personnes qui vivent dans la rue. Bruit, déchets, incivilité, insécurité, intimidation à l'égard des passants, des enfants. Et ce, de jour comme de nuit. Quelles solutions pérennes seront apportées à cette population vulnérable dans les prochaines semaines et mois? Avez-vous une date de déplacement de la roulotte et de mise en place de services concrets pour ces personnes vulnérables? Les résidents peuvent-ils espérer un retour au calme dans ce quartier? Vous avez proposé des solutions pour le coin Milton Park. Pouvons-nous espérer un plan concret pour notre coin? Merci de nous répondre par des dates du concret, s'il vous plaît. Merci. Oui, je vais prendre l'ensemble des questions, si vous permettez. Donc, je tiens à rappeler le mot du maire en ouverture de séance qui nous a rappelé effectivement qu'on voit de plus en plus les conséquences de la pandémie sur les personnes les plus vulnérables. Donc, on peut le voir que ce soit sur le plateau, dans la ville de Montréal, dans d'autres villes du Québec. On sait que la pandémie a fragilisé les personnes les plus démunies de notre société. Et ça veut dire que tous les paliers du gouvernement, que ce soit le fédéral, le provincial, le municipal, doivent s'adapter à cette situation. Vous l'avez dit, on a mis en place un plan de cohabitation sociale pour le secteur Milton Park qui a été révisé par rapport à la situation actuelle et présenté aux résidents. Pour ce qui est de la situation au stationnement dont vous parlez, je veux d'abord préciser que les élus, c'est-à-dire en tout cas la plupart d'entre nous, et incluant le maire Luc Rabouin, notre attachée politique Anne-Sara et moi-même, nous nous rendons très très régulièrement sur place pour veiller à l'évolution de la situation sur le stationnement. Donc on est au courant et on se rend sur place très fréquemment pour voir l'évolution de la situation. Concrètement, nous sommes en train de réviser le plan de cohabitation sociale qui est présentement sur le site de l'arrondissement, de voir qu'est-ce qui doit être renforcé, quels sont les moyens que nous avons. Et bien évidemment, il doit travailler avec nos partenaires provinciaux et fédéraux sur ces sujets-là qui ne sont pas uniquement de compétences d'arrondissement ni de la ville de Montréal. Donc, j'ai écrit à Mme Pires à nouveau aujourd'hui en lui disant que le plan est en révision, que nous devons voir avec nos différents partenaires, avec les partenaires autochtones, avec les organismes qui luttent, qui travaillent avec les itinérants, avec le service de police de la ville de Montréal. On doit voir ensemble quelles sont les solutions pour le secteur. Et une fois que notre plan sera fixé, on vous rencontrera comme on vous a rencontré au mois de juin pour vous dire ce qu'il en est. Plus largement, les travaux avec la STL vont durer jusqu'à 2023 et c'est à ce moment-là qu'on fixera le projet permanent pour la place. Je me permets juste, merci Maëva, je me permets juste d'ajouter un complément d'information. Je vous rappelle aussi qu'en introduction, j'ai signifié clairement que nous avions fait une demande au réseau de la santé pour un service d'hébergement 24/7 avec service de repas et aménagement d'un espace extérieur à l'Hôtel Dieu qui nous semble un lieu adéquat pour accueillir et héberger des personnes dans des conditions, dans des meilleures conditions que la rue. Puis évidemment, ça prend des solutions de logement à moyen et long terme. Et ça aussi, ça prend des investissements en logement et en services de la part des gouvernements du Québec et du Canada
et nous, à la ville, on travaille sur des solutions avec les organismes du milieu pour essayer d'améliorer la cohabitation sociale, mais c'est des solutions structurantes à long terme, dépendent aussi de l'engagement des autres paliers de gouvernement. Question cette fois-ci de M. Guy Prézot. Comment se fait-il qu'après plusieurs plaintes au bureau des inspecteurs du district, nous n'ayons toujours pas d'issue de secours pour le pâté de maison du 506 au 524 rue Rachel-Est? Cette situation dure depuis 2006 et a empiré depuis l'installation d'une garderie il y a 2 ans. Il en va de la vie des gens habitant 8 logements et 2 commerces. Aucun service d'incendie ne peut pénétrer par l'arrière pour sauver les personnes ou éteindre les feux. Votre micro, Madame Villain. Oui, excusez-moi. Oui, donc écoutez, il y a plusieurs requêtes qui ont été ouvertes. Notre directeur, Michael Tremblay, m'a envoyé une liste. Ce que je vais faire, je vais prendre connaissance plus en détail de la liste des requêtes qui ont été ouvertes et je recontacterai directement le citoyen pour lui faire part des différentes inspections qui ont eu lieu et de la suite des choses. Merci. Les 2 prochaines questions portent sur le même sujet en provenance de M. Olivier Gérard et M. Gilles Parent. Première question. Depuis de nombreuses années, l'interdiction de tourner à droite de la rue Saint-Grégoire vers les rues Chambord et Fabre entre 7h et 9h le matin nous aidait en évitant que de nombreux véhicules empruntent nos rues résidentielles. Les panneaux qui indiquent cette interdiction sont disparus, réapparus et puis sont disparus à nouveau. Ne trouvez-vous pas que cette confusion et ce travail d'amateur est indigne d'une ville comme Montréal et d'un arrondissement comme le plateau Mont-Royal? Deuxième question, M. le maire. En mars dernier, moi et un groupe de citoyens de la rue Chambord avons voulu connaître la raison du retrait des panneaux de signalisation qui interdisent le virage à droite de Saint-Grégoire vers Chambord de 7h à 9h. Vous nous avez répondu qu'il s'agissait sans doute d'une erreur et que les panneaux seraient réinstallés, ce qui fut fait. Sauf qu'il y a environ 3 semaines, les panneaux sont à nouveau disparus sans explication. Après un tel cafouillage, pouvez-vous enfin nous donner la véritable raison du retrait de ces panneaux? La rue Chambord est notamment touchée par une abondance de camions. Il est complètement illogique d'y ajouter d'autres véhicules. Je vais prendre la question. Merci beaucoup, messieurs Girard et Parent. Écoutez, c'est une surprise pour l'arrondissement quand on a lu votre question. Les gens des études techniques n'étaient pas du tout au courant. Bien au contraire, c'est pas du tout notre intention de retirer ces panneaux-là. L'ordre de service pour qu'ils soient installés avait été donné. On sait qu'il y en avait au moins un des 2 qui l'était, au coin de Fabre, si je ne me trompe pas. On sait quand même qu'il y a des enjeux d'approvisionnement du côté de l'équipe de la signalisation, de panneaux, de poteaux pour les installer. Je ne sais pas si ça peut être une raison là, qui explique qu'il y a des délais, mais quoi qu'il en soit, on a bien reçu votre requête et on va faire le suivi avec ça parce qu'on est bien d'accord, il n'est pas question de retirer ces interdictions de virage-là. Bien désolé. Bonne soirée. Autre question de Mme Mélanie Côté. Bonsoir, j'ai passé le commentaire à M. Rabouin sur Facebook et je réitère mon propos à nouveau sous forme de question. Quand comptez-vous faire sentir aux résidents de l'extrémité est du plateau, d'Iberville jusqu'à Hogan, que leur sécurité et leur bien-être est important en implantant des mesures permanentes d'apaisement de la circulation et en modifiant de façon radicale le paysage du coin? Les mesures temporaires en date du 8 août, promises depuis très longtemps, n'ont à peu près pas vu le jour et ne semblent pas à la hauteur du défi. Je le dis, le redis et le répète encore, nous ne sentons aucun effort de votre part à notre égard, ou si peu. En regardant ce qui est fait ailleurs, les millions octroyés, on se sent négligé et avec raison. C'est insultant. Il s'agit de discuter avec la ville-centre, pourquoi ne pas le faire comme ça sûrement été fait pour Papineau et Delormier ou Saint-Denis. J'attends vos nouvelles avec impatience. Merci.
Merci pour votre question, Madame Côté. Vous le savez, on échange assez régulièrement, soit via Facebook, en privé ou dans le groupe des citoyens et citoyennes de Delormier ou par courriel aussi. En fait, oui, on discute avec la Ville-Centre, bien évidemment, mais les rues dont vous parlez, les grandes artères qui bénéficient d'une reconfiguration de leur géométrie en surface, là, qui sont réaménagées, elles le sont à la faveur de grands travaux de réhabilitation, de changement complet des infrastructures souterraines. Alors, le service de l'eau à la Ville de Montréal a fait une inspection, un monitoring et connaît très bien l'état des aqueducs, l'état des tuyaux d'égout. Et les rues sont refaites alors que ces équipements-là doivent être faits. Et on procède donc en ordre d'urgence, en ordre de priorité. C'est ce qui s'est passé sur Papineau, c'est ce qui se passe sur des plus petites rues. Sur Saint-Denis, on n'a pas aménagé grand-chose en faisant le réseau Express Vélo cette année. C'était vraiment des travaux qui étaient mineurs et dans le cadre d'un aménagement cyclable aussi. Donc, c'est vraiment à mesure que la vétusté des infrastructures souterraines devient urgente que les grandes rues, grandes artères sont refaites. Et le tour viendra certainement de Iberville et de Frontenac. Je connais pas dans combien de temps. Je sais que je n'ai pas entendu parler là, comme quoi c'était un projet qui était à l'étude en ce moment, à savoir qu'est-ce qu'on ferait avec ces rues-là quand leur tour viendra. Et c'est pour cette raison-là, sachant que c'était pas pour bientôt, qu'on est intervenu suite à vos demandes en reconnaissant qu'il y avait quelque chose à faire quand même avec des aménagements transitoires qui sont légers. Et c'est ce qu'on a essayé de faire cette année. D'abord, on n'a pas pu faire les plantations, donc c'est vrai que les gros bacs ont l'air un peu chenus pour des enjeux vraiment bassement pratiques. Le crochet pour les déplacer est au fond du bac, donc si on les remplit de terre et de végétaux et qu'on veut les déplacer, on va être mal pris. Donc, il y a une solution qui s'en vient pour ça et la plantation pourra être faite. Et comme on constate, comme vous, que les aménagements qu'on a faits sont peut-être pas à la hauteur là, de nos attentes, on pense qu'on peut retourner sur la table à dessin et faire mieux, trouver d'autres solutions pour que, avant que le tour des rues Iberville et Frontenac vienne de la grande transformation, on puisse au moins apaiser et embellir un peu la rue. Voilà. Et quand on se compare avec le reste du plateau où on a beaucoup pu intervenir sur des rues locales avec des aménagements de surface dans les dernières années, qui ne sont pas des rues artérielles, qui sont de responsabilité de la Ville-Centre, c'est vrai que ces rues-là sont moins attrayantes, sont plus chargées en circulation, mais quand on est l'administration de la ville au complet, on voit aussi qu'il y a des besoins partout et qu'il y a des situations qui sont certainement aussi graves, voire pires que celles de ces rues-là. Donc, il faut aussi avoir une vision plus large là, de la situation parce que la Ville de Montréal, au complet, dans bien des quartiers, a besoin de verdissement, a besoin d'apaisement. Donc, il ne faut pas oublier ça aussi. Ce n'est pas que le plateau que nous gérons. Donc, au plaisir, je sais qu'on va certainement se reparler et on va vous donner des nouvelles quand on aura un nouveau plan. Bonne soirée. Je me permettrai d'ajouter une petite note qu'il faut garder aussi notre vigilance parce que le jour où ce sera le tour d'Iberville-Frontenac de refaire les infrastructures, il faudra qu'on s'assure que ce ne soit pas refait à l'identique, comme ça a été fait dans certains secteurs. Et donc, nous, on va être vigilants et on vous invite à l'être aussi dans l'avenir. Prochaine question de M. Sébastien Milin. Le conseil d'établissement de l'école Saint-Enfant-de-Jésus vous interpelle au regard de la sécurité des déplacements des enfants de l'école à la maison. L'augmentation de la fréquentation scolaire et la situation géographique enclavée entre deux importants boulevards exacerbent les situations dangereuses. Les multiples travaux ou encore le non-respect du code de la route par les automobilistes cyclistes sont autant de facteurs contributifs d'un environnement de déplacement non sécuritaire. Le conseil d'établissement souhaite se mettre à la disposition du conseil d'arrondissement
afin de mettre en place des stratégies gagnantes et sécurisantes pour le bien-être des enfants. De nombreuses recommandations ont déjà été formulées par de multiples rapports et pourraient être mises en place pour notre établissement. En espérant que cette proposition de collaboration sera considérée à la hauteur des préoccupations que vivent les parents et les enfants de l'école, 3 documents sont déposés au soutien de la question. Si vous me permettez, Monsieur le maire, j'aimerais répondre à la question de Monsieur Milin. Alors, bonsoir, Monsieur Milin. On a déjà échangé ensemble à ce sujet. Écoutez, on connaît bien les intersections dont vous faites mention là, dans les documents que vous nous avez envoyés, puisque les bureaux de la mairie d'arrondissement sont situés vraiment tout près de l'école Saint-Enfant-Jésus du Myland. Donc, je crois que c'est au mois de juin, on avait déjà formulé quelques pistes de solutions là, pour aider à sécuriser les abords de l'école, mais il va nous faire un immense plaisir là, d'entrer en contact avec le conseil d'établissement pour pouvoir travailler ensemble afin de trouver un mode sécuritaire pour que les enfants puissent venir à l'école, parce que ça fait partie de nos priorités. Faire en sorte que les enfants puissent marcher ou venir en vélo à l'école et se sentir en sécurité, que les parents se sentent aussi en sécurité quand les enfants partent à l'école. Donc, nous allons entrer en contact avec vous et puis on va essayer d'organiser quelque chose. Merci beaucoup. Question de M. Karim Al-Dada. La cour de récré de l'école Louis-Hippolyte Lafontaine est ouverte aux 80, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est admissible que des jeunes y jouent au basket à 2 heures du matin. Ils traînent toute la nuit et créent des nuisances sonores pour les résidents. Certes, on peut appeler la police, mais le mal est déjà fait et nous sommes réveillés. L'école devrait se doter d'un horaire fixe pour l'ouverture et la fermeture de la cour, à l'image de toutes les cours de récré et de tous les espaces publics, en général tels que les parcs. Cet horaire devrait être affiché sur la grille d'entrée. Le refus de l'école d'installer un horaire fixe d'ouverture et de fermeture est un manque de respect pour la cohabitation avec les résidents. Merci de faire suivre avec la direction de l'école. Merci. Alors, Monsieur le secrétaire, si vous permettez, je vais répondre à la question. Il m'a fait plaisir, M. Al-Dada, de faire un suivi auprès du centre de services scolaires de Montréal et à la direction de l'école. En principe, les cours d'école tombent sous la compétence des commissions scolaires ou des centres de services scolaires et non pas de l'arrondissement ou de la municipalité en tant que telle. Mais nous pouvons jouer un rôle utile de médiation dans des cas comme ça. Donc, il me fera plaisir de voir ce qui est possible. Parfois, les policiers n'aiment pas intervenir sans l'autorisation de l'école ou du centre de services scolaire parce que c'est considéré comme étant le domaine privé. Alors, dans l'absence d'une autorisation du propriétaire à ce que les policiers puissent intervenir, le SPVM hésite à intervenir dans de tels cas. Donc, je vais voir quelles sont les options. Je sais que cette école se retrouve dans un secteur fortement densément habité, avec des cours et des fenêtres résidentielles à proximité. Donc, je vois comment ça pourrait être une nuisance d'être réveillé à 2 heures du matin par des gens qui jouent au basket à cet endroit-là. Je vais voir ce qu'on peut faire pour faire de la médiation à ce sujet. Alors, merci d'avoir attiré ce sujet à notre attention. Les 3 prochaines questions portent sur le même sujet et proviennent de Mme Clotilde de Swart, Mme Charlotte Lebris et Mme Jeanne Plisson. La première question, dans le cadre des activités sportives libres pratiquées en plein air dans les parcs de l'arrondissement, serait-il possible d'installer des lampadaires près des terrains de jeu pour pouvoir continuer de jouer même après le coucher du soleil, comme c'est le cas en hiver avec les patinoires? Deuxième question, serait-il possible d'installer des lampadaires permanents toute l'année autour des terrains de soccer sur le parc Laurier? L'automne arrive et la lumière va commencer à diminuer vite. Très dommage et frustrant de ne pas pouvoir continuer à jouer l'automne. Et dernière question, je souhaiterais savoir s'il était possible de mettre des lumières au parc Laurier sur les terrains de soccer. Avec la nuit qui arrive vite, nous sommes dans l'obligation d'arrêter de jouer tôt. Ce serait super pour pouvoir profiter des activités de plein air. Oui, je vais prendre la question. Donc, l'année passée, dans le cadre des adaptations que nous faisions
en raison de la pandémie, nous avons décidé de laisser éclairer certains terrains sportifs 12 mois par année dans l'optique de permettre aux gens de continuer à pratiquer des activités sportives. Donc, nous continuerons ce projet cette année. Donc, on va laisser de la lumière allumée dans les terrains où il y a déjà un éclairage existant. Pour ce qui est de la question spécifique du terrain de soccer du Parc Laurier, pour l'instant, l'enjeu, c'est qu'il n'y a pas suffisamment d'éclairage présentement, mais le terrain va être refait l'année prochaine. Donc, en fonction de votre question et de ce qu'on jugera nécessaire, en tout cas en fonction de l'évolution de la pandémie, et en fonction de comment est-ce que les gens occupent les parcs rendus donc en 2023, on verra comment on gérera l'éclairage du nouveau terrain de soccer du Parc Laurier. Autre question de M. Jean-Maurice Nantel. Pourquoi l'éclairage de rue est si obscur? Ce n'est pas sécuritaire. Les gens ne se sentent pas en sécurité sur les trottoirs ni dans la rue. Exemple, tout le monde allume leur cellulaire pour voir les adresses et voir où ils marchent. Les automobiles allument leurs phares sur les routes. Bien à vous. Bonsoir, merci pour votre question. En fait, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous inviterai à transmettre vos observations via le 311 pour que ce soit acheminé là, via le canal officiel aux instances concernées parce que ce n'est pas du tout en arrondissement qu'on gère l'éclairage de rue, c'est vraiment une spécialisation d'une équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité de la ville-centre. C'est là que les décisions ont été prises et c'est des décisions donc, qui sont antérieures à notre administration, mais on a, parce qu'on a eu beaucoup de gens qui craignaient et qui ont constaté que l'éclairage était souvent beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant, on a choisi de limiter la puissance des nouvelles ampoules, mais on nous a toujours dit que c'était ajustable. Donc, moi, la lecture que je fais, c'est que dans les rues du plateau où il y a beaucoup d'arbres, où la canopée est importante, ça bloque l'éclairage et que quand il n'y a pas de feuilles dans les arbres, 8 mois par année, bon, non, 6. 6-7 mois par année, bien là, ça convient parfaitement. Donc, normalement, on devrait pouvoir ajuster ça. C'est ce qu'on nous a toujours dit, que c'était un éclairage intelligent. Je ne sais pas où ça en est. Mais faites-en la demande, puis vous pouvez aussi m'envoyer un courriel, comme ça je relayerai via un autre canal votre demande pour voir si on peut augmenter un peu pendant les mois de grand feuillage l'éclairage pour que les rues soient un peu plus éclairées. Voilà, bonne soirée. Question de Mme Irène Maillé. Le piétinement excessif a détruit une partie des plantes. Hydro-Québec vient d'abattre sauvagement une partie des arbres. Des feux sont allumés régulièrement. Une forêt d'ormes de Sibérie s'installe dans la partie nord-est. Les déchets s'accumulent. Du mobilier de la ville y est éparpillé. La décontamination se fait attendre, même si on ne sait pas à quoi cela va servir. Quel est votre projet pour la suite du champ des possibles? Si vous permettez, M. le maire, je vais prendre la question. Bonsoir, Mme Maillé. Merci pour votre question, vos préoccupations concernant le champ des possibles. Oui, effectivement, il y a eu, on est au courant qu'il y a certaines activités qui sont indésirables, même voire illégales quand on parle de feu et tout ça. On a demandé à la police du plateau Mont-Royal d'intervenir ou de faire sa ronde autour pour éviter les abus concernant ça. Bon, le champ, c'est un milieu naturel qu'on a préservé. C'est 1,4 hectares de milieu naturel en milieu urbain. Donc, pour nous, c'est important qu'il soit le plus possible préservé. Pour ce qui est du projet de décontamination, c'est des obligations qu'on a avec le ministère de l'Environnement. Donc, il fallait monter un plan. C'est sûr qu'au départ, le ministère de l'Environnement souhaitait la décontamination, c'est-à-dire d'enlever
une partie, là, ça pouvait aller jusqu'à 1 mètre, une partie de la terre partout à travers le champ, en grande partie à travers le champ. Et on a réussi à travers les années, avec l'implication des Amis du champ des possibles, à convaincre d'avoir une intervention moins intrusive dans le champ. Et cette entente-là qui a eu lieu va permettre déjà les travaux là, en 2022 pour la décontamination. Pour ce qui est de la flore, le piétinement et tout ça, ça va permettre aussi, une fois qu'on aura passé cette étape-là de décontamination, ça va permettre de travailler nos services avec les Amis du champ des possibles, travailler à des aménagements pour ce qui est justement toujours dans le sens des lignes de désir ou qu'il y a plus de piétinement, mais pour pas que ça déborde non plus, parce qu'effectivement, il y a débordement de ce qu'on a connu dans le passé qui était plutôt des lignes de désir là, assez restreintes à travers le champ, des lieux de passage. Donc, il y aura possibilité de travailler ensemble pour voir des aménagements qui vont être plus en respect justement de la mission de biodiversité urbaine qu'on veut se donner pour le champ. Et pour ce faire, on est justement dans un renouvellement d'entente avec les Amis du champ pour qu'il y ait cette collaboration-là. La présence des Amis du champ, ce n'est pas seulement la police ou des autres, mais la présence des Amis du champ est extrêmement essentielle, bien qu'ils ne peuvent pas être là tout le temps, 24 heures sur 24, mais ils font beaucoup de sensibilisation, notamment à l'ensemble des 14 000 travailleurs qui sont dans le secteur. C'est beaucoup de gens qui traversent le champ. Donc, au niveau de la sensibilisation, puis au niveau des activités qui seraient permises dans le champ. Merci pour votre implication. Je sais que vous avez un volet concernant de s'attaquer à l'herbe à poux. Il y a eu beaucoup de travail grâce à votre sensibilisation au champ et autour du champ. Aussi, on pense à la rue Laos. Et l'implication de gens comme vous est très importante pour nous. Merci beaucoup, Mme Maillet. La prochaine question provient de M. Pierre Paquet. Le 2 décembre 2019, à l'occasion du 10e anniversaire de son inauguration, nous vous faisions part du mauvais état des pavés de la place Gilles-Carle, qui, au-delà de la dégradation esthétique de cette œuvre architecturale, représente des risques d'accident pour les résidents des 206 unités de copropriété du 333 Sherbrooke, de même que pour les nombreux citoyens passants qui la franchissent. Le 21 juillet dernier, soit 19 mois plus tard, M. Monnier, de la division Voirie et Parcs, nous informait que son équipe n'était pas en mesure d'agir dans ce dossier, car ses interventions touchaient principalement l'asphalte et le béton, et que l'autorisation de tels travaux relevait du conseil d'arrondissement. La situation n'a cessé de se dégrader depuis notre demande initiale. Comment le conseil d'arrondissement compte-t-il s'engager à mettre en place les conditions nécessaires à la réparation de ces pavés dans un horizon raisonnable? Nous vous remercions. Alors, je vais prendre la question. Merci beaucoup, M. Paquet, pour votre question et merci pour votre vigilance à la défense des intérêts des copropriétaires de votre complexe de condominium sur la rue Sherbrooke. Il est vrai qu'une dégradation des pavés unis autour de la place Gilles-Carle a commencé. Cependant, selon l'évaluation qui a été faite, cette détérioration n'est pas comparable à celle qu'on voit ailleurs en arrondissement. Donc, un projet de réfection de ce bout de rue n'a pas encore été priorisé. Vous nous avez interpellé par le passé. Je suis allé voir sur place. Nous avons discuté au téléphone ensemble. Et vous avez interpellé aussi des fonctionnaires de notre arrondissement. Je crois que on a communiqué avec vous le 16 novembre avec un retour de l'an dernier et on vous a informé qu'à l'heure actuelle, ce projet n'est pas prioritaire. Mais on va garder ça à l'œil et on compte sur vous de continuer d'être vigilant. C'est sûrement un projet qui va se faire. Mais comparativement à l'état de la chaussée ailleurs en arrondissement, ce n'est pas un projet qui est à ce point dramatique pour justifier une intervention à ce stade-ci. Mais on va surveiller la situation et bien évidemment, quand ce sera nécessaire, on va intervenir. Merci pour votre question.
Prochaine question de Tan Nguyen. Cela va faire près d'un an que nous sommes dans le processus pour obtenir un permis de mezzanine toit terrasse. Nous avons passé et obtenu les avis favorables du CCU fin janvier, ainsi que les approbations de l'architecte de l'arrondissement. Nous sommes actuellement à l'étape de l'étude normative. Il me semble que le délai est excessif et nous cause beaucoup de stress. Afin de préparer les rénovations, ma famille et moi habitons actuellement dans un 3,5. L'entrepreneur attend après ce bout de papier, ainsi que les fournisseurs associés au dossier. Je comprends qu'il y a des délais, mais au moins nous garder à jour parce que depuis juin, nous n'avons plus aucune nouvelle de l'agent associé au dossier, puisque malgré plusieurs suivis. S'il vous plaît, nous aider. Je vais répondre, Monsieur le maire, si vous me le permettez. Alors, à Monsieur Nguyen, je vois, là, j'ai regardé dans votre dossier, je vois que la direction du développement du territoire est rentrée en contact avec vous et votre architecte le 25 août dernier. Effectivement, votre dossier est passé au CCU au mois de janvier, si je ne m'abuse, mais à la suite de l'approbation du CCU, vous devez passer par ce qu'on appelle le normatif. Donc, voir si les plans sont conformes au code du bâtiment. Et dans votre dossier, on vous l'a réitéré à quelques reprises, on aurait besoin d'un toit coupe-feu pour pouvoir soutenir la construction qui va être ajoutée à votre projet. Donc, dès que nous allons recevoir la copie révisée qui va être conforme avec le Code du bâtiment, le Code du bâtiment, c'est quelque chose de sécuritaire, ce n'est pas quelque chose de qualitatif, c'est quelque chose de nécessaire. Alors, dès qu'on va recevoir la copie révisée des plans de construction, eh bien, l'arrondissement va pouvoir procéder et émettre votre permis. Question de Mme Linda Vallée. Depuis plusieurs mois, beaucoup d'entre nous se demandent où en est la réalisation du PPU Plateau-Est déposé en 2014. Je sais qu'une mise à jour du recensement des entreprises a été faite par PME Montréal, qu'un comité coordonné par l'ASGP est aussi en place, mais comme citoyenne, je n'ai pas d'informations. Je passe toutes les semaines sur Rachel, dans le parc industriel, de même qu'à l'intersection Frontenac-Iberville-Rachel, et chaque fois, j'ai l'impression que l'extrémiste du plateau est oublié. C'est laid, dangereux et sale. Est-il possible d'avoir l'heure juste de penser que de réels changements seront apportés lors de votre éventuel prochain mandat? Oui, merci pour la question. J'ai eu un petit enjeu d'écouteur, ça va? Vous m'entendez? Oui, c'est bien. Parfait, merci. Donc, merci, Mme Vallée, pour votre question. Écoutez, en 2015, alors que j'étais directeur de la CEDEC Centre-Sud Plateau-Mont-Royal, j'ai participé à un exercice de consultation sur le PPU du Plateau-Ouest. C'est un dossier qui est important pour nous, pour les élus de l'arrondissement, depuis plusieurs années. Et donc, il y a eu des orientations qui ont été présentées, qui ont été approuvées, déjà diffusées. On veut maintenir l'est du plateau, que ça demeure une zone d'emploi. Donc, ça, c'est important pour nous. Et on travaille à des interventions de différentes natures, mais on avait besoin d'investissements importants de la Ville-Centre sur le domaine public, essentiellement sur le réseau artériel. Et malheureusement, dans l'arbitrage des priorités et des investissements de la Ville dans les différents projets à l'échelle de l'ensemble de la Ville de Montréal, le secteur du Plateau-Est ne fait pas partie des projets prioritaires pour lesquels il y a des investissements disponibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun investissement de la Ville-Centre, mais ça veut dire que les investissements vont être plus difficiles à aller chercher, mais on va continuer à le faire. Et en parallèle, la stratégie qu'on a décidé d'adopter, c'est de nous retourner vers ce qu'on peut faire, nous, comme arrondissement. Donc, vraiment, on a eu certaines interventions ponctuelles. Vous avez peut-être vu qu'on s'est réapproprié certains espaces qui étaient dédiés à des stationnements et qu'on a découvert qu'ils étaient sur le domaine public. Donc, on s'est réapproprié ces espaces-là, on les a verdis. On analyse au cas par cas certains projets qui pourraient y avoir sur des terrains sous-utilisés, qui pourraient y avoir peut-être des projets intéressants de mixité ou de logement social ou abordable. On est ouvert à les analyser et à faire des interventions plus de l'ordre de l'échelle de l'arrondissement. Mais c'est un dossier qu'on ne lâche pas et qu'on espère qu'il va remonter dans la liste des projets prioritaires
dans le prochain mandat. Prochaine question de Mme Monica Viana. Comment se fait-il que la Ville de Montréal a donné l'approbation pour l'installation d'autant d'antennes cellulaires sur le toit d'un immeuble aussi bas, 4 étages, au 3870 rue Saint-Hubert, qui nuisent au patrimoine, à l'esthétique ainsi qu'à la beauté de notre quartier? 2 documents sont déposés au soutien de la question. Oui, merci, Mme Viana. Nous, on n'était pas au courant de cette situation-là. Il n'y a eu aucune demande de permis là, qui a été faite à l'arrondissement. Donc, on va envoyer un inspecteur là, faire une inspection pour voir c'est quoi exactement de quoi il en retourne et on va faire un suivi directement avec vous après. Prochaine question de Verona Sorensen. Je viens de recevoir une augmentation de 960 $ par mois, 11 520 $ pour l'année à venir, pour mon espace commercial. Depuis que les nouveaux propriétaires ont acheté le bâtiment, mon augmentation annuelle est passée de 40 $ par mois avant leur arrivée à 275 $ par mois, à 335 $ par mois et maintenant à 960 $ par mois. Cela ne semble ni éthique ni raisonnable. J'aimerais savoir ce que fait la municipalité pour aider à protéger les locataires commerciaux dans ces situations. Et au niveau provincial, des lois sont-elles mises en place pour réglementer et plafonner à quoi devrait ressembler l'augmentation maximale des loyers par an, afin que les locataires commerciaux aient au moins un minimum de protection? Monsieur le maire, vous voulez que je commence un début de réponse? Alors, merci, Mme Sorensen, de nous avoir écrit aujourd'hui. Vous savez qu'on est très préoccupé par cette question-là des loyers commerciaux qui ne sont pas protégés. On a du côté de l'habitation, bon, l'ancienne régie du logement qui est maintenant le tribunal administratif du logement, même si il y a des grandes lacunes de ce côté-là. Du côté commercial, il y a zéro protection, si ce n'est que l'enregistrement du bail auprès de l'organisme provincial, des comptes fonciers, le registre des comptes fonciers, le registre des comptes fonciers, pardon. Et c'est dans ces modalités-là que les locataires commerciaux avec le propriétaire doivent mettre des conditions qui vont permettre minimalement de préserver ou d'avoir de protéger pour quelques années si on encourage les gens de plus long terme aussi possible. Mais ce n'est pas toujours évident quand que, les propriétaires, justement, ont le gros bout du bâton, comme on pourrait dire. Donc, c'est pour ça qu'on a créé à la Commission de développement économique du Conseil municipal que je préside toujours, mais bien qu'on est en relâche jusqu'aux élections. C'est pour ça qu'on a créé une grande commission, une grande consultation sur les loyers commerciaux parce qu'on voulait faire la lumière là-dessus. On voulait surtout voir est-ce qu'il y a des bouts que nous, à la Ville de Montréal, on peut prendre et s'il y a des bouts qui sont au niveau provincial, on pense justement avec 5-6 soirées, 6 soirées qu'il y a eu là, de consultation, de mémoire qu'on a reçues à la commission. On a fait la lumière que des éléments qui touchent la protection du bail et les augmentations de loyer devraient être pris en charge par le registre foncier du Québec, donc avec l'enregistrement, mais avec des clauses obligatoires qui seraient dans le bail pour mieux protéger, pas que ce soit sur le dos du locataire commercial. Ça, c'est cet élément-là, mais il y a eu 38 recommandations à la commission, dont certaines, nous, on veut prendre à la Ville de Montréal pour mieux justement protéger cette mixité sociale-là dans le commerce, mixité des usages, mixité des types de commerce qu'il pourrait y avoir. On parle beaucoup en habitation, on a parlé des ateliers d'artistes, mais le commercial est aussi très important pour nous à protéger cette mixité-là si on veut avoir des quartiers vivants. Je vais laisser M. le maire terminer comme responsable du développement économique, peut-être parler quelques pistes d'action que la Ville entreprend qui sortent des propositions qu'on a faites au gouvernement du Québec. Oui, bien, en fait, je veux simplement rappeler là, que l'encadrement des baux commerciaux, c'est une responsabilité du gouvernement du Québec et la Ville a interpellé formellement le gouvernement du Québec pour qu'on travaille ensemble à la Ville et le gouvernement du Québec là, à trouver des façons de bien encadrer les baux commerciaux parce qu'en ce moment, c'est le Far West.
Donc, c'est vraiment ça et ça ne peut pas continuer comme ça. Et moi, j'ai même eu une rencontre là, avec la ministre Lucie Lecourt à titre de responsable du développement économique de la ville là, pour lui déposer officiellement le rapport de la commission sur les locaux vacants qui a été présidé par Richard Ryan, la réponse du comité exécutif aux 38 recommandations et les demandes spécifiques qu'on avait au gouvernement du Québec, donc pour qu'on travaille ensemble sur cette question-là. Donc, c'est un enjeu qui est important. En parallèle, à la Ville, on a annoncé dans notre plan de relance un montant de 5 millions qu'on allait mettre à disposition pour développer une stratégie d'acquisition des locaux commerciaux pour permettre à certains commerces indépendants de devenir propriétaires de leurs locaux, qui est aussi une façon de se protéger à long terme. Mais ça, c'est des outils qu'on est en train de développer là, pour la suite des choses. Mais l'encadrement, c'est vraiment, on pousse là-dessus la Ville de Montréal. Prochaine question de M. Richard Faneuf. Allez-vous prévoir un montant dans le plan triannuel pour la future salle de lecture dans le site des Hospitalières? Alors, je vais prendre la question. Merci beaucoup pour votre question, M. Faneuf. Comme vous le savez, nous sommes favorables à l'idée d'aménager une salle de lecture à l'intérieur du site de la Cité des Hospitalières. Il y a un processus de tester des usages transitoires en ce moment. Donc, on est toujours en train d'élaborer un projet qui permettra de voir quels sont les usages finaux qu'on pourra permettre à l'intérieur de ce site-là. Pour ce qui est du plan triennal d'investissement, le gros investissement qui a déjà été fait par la Ville de Montréal, c'était l'acquisition même de ce magnifique site patrimonial. On est déterminé à faire en sorte que ça soit le plus ouvert possible au public et aux gens des quartiers environnants. Et on travaille dans cette perspective-là. Alors, oui, on est favorable à l'aménagement d'une salle de lecture sur ce site-là. Il va falloir trouver le bon montage financier afin de le permettre et les usages transitoires qu'on commence à tester maintenant vont nous permettre de voir si on peut procéder avec cette idée-là. Donc, merci beaucoup pour la question, M. Faneuf. Et la dernière question de cette période des questions appartient à M. Louis Rastelli. Depuis le dernier conseil, j'ai de nombreuses connaissances vivant dans le plateau Mont-Royal qui ont subi des abaissements par faute d'avoir un propriétaire ayant permis en main pour des travaux majeurs qui nécessitent que le locataire perde son bail. Comme il y a des plans au niveau provincial et possiblement au niveau fédéral pour mettre en place des mesures légales et administratives pour réduire l'abus des permis de travail, comme outil d'évincement, serait-il possible pour l'arrondissement de considérer un resserrement de l'issue des permis pour des travaux majeurs, surtout quand ils sont non essentiels et assez substantiels pour mettre fin à un bail afin de réduire la perte sans arrêt actuelle des appartements locatifs dans le plateau? Alors, M. Rastelli, merci pour votre question ce soir. Au fait du fédéral, provincial et municipal, nous sommes les seuls au municipal, en particulier sur le plateau Mont-Royal, d'avoir mis des restrictions à des possibilités de permis. Le fédéral n'a aucune loi qui protège les locataires et les locataires sont protégés normalement par les articles du Code civil régis par le tribunal administratif du logement. Pour les questions de permis de construction, quand c'est de plein droit, nous, on n'a pas le choix d'émettre ces permis-là, mais les restrictions qu'on est venu faire, c'est concernant notamment les éléments qui permettent une éviction devant le tribunal administratif, c'est-à-dire les subdivisions de logements ou les agrandissements substantiels. Donc, on est venu interdire dans le jargon urbanistique qui colle à nos responsabilités à nous. On est venu, plusieurs arrondissements ont joué dans ce type de modification réglementaire, mais nous, en particulier, on est venu
modifier les possibilités de faire des subdivisions de logements et des fusions de logements ou des agrandissements substantiels, sauf dans certains cas. Et si les familles veulent agrandir et que c'est interdit, ils peuvent toujours faire une demande de projet particulier, mais ce n'est pas tout azimut que ces permis-là sont donnés. Donc, c'est là le bout qu'on peut faire dans nos plans de responsabilité. Il y a aussi, il faut dire qu'il y a aussi des fois des rénovations qui se font dans le but de faire des évictions qui se font dans le but de faire de la résidence touristique illégale. Et on est assez content qu'après toutes ces années d'intervention avec le gouvernement du Québec et des restrictions réglementaires aussi qu'on a fait sur le plateau et dans d'autres arrondissements, que là, présentement, Revenu Québec intervient de manière plus massive sur les illégaux et ça va peut-être aussi diminuer les possibilités de certains promoteurs ou propriétaires qui veulent faire de manière illégale là, des résidences de touristes qui, je rappelle que l'hébergement touristique, quand c'est chez soi, quand on s'absente dans sa résidence principale, c'est permis. Mais le problème sur le plateau ou dans Ville-Marie ou dans les quartiers centraux était surtout lié à des gens qui mettent dehors des locataires pour louer à temps plein à des touristes. Donc, ça, c'était un élément essentiel. Mais l'autre élément, c'était la question des possibilités d'éviction reliées aux subdivisions et aux agrandissements substantiels. Là, si vous parlez de rénovation mineure ou qui ne touchent pas au cadre du bâtiment comme tel ou de logement, c'est au locataire à contester l'éviction comme telle devant le tribunal administratif du logement. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Il y a toutes sortes d'enjeux aussi, de relations entre le locataire et les propriétaires, mais c'est important que les locataires soient au courant de leurs droits pour aller se défendre devant le tribunal administratif et même l'augmentation de loyer reliée aux travaux est aussi limitée par le tribunal. Donc, on peut aussi contester l'augmentation si elle est hors norme, hors des balises que s'est donné le tribunal pour financer les travaux comme tels. Alors voilà, s'il y avait d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire personnellement, puis on aura un échange plus approfondi là-dessus. Merci. Je vous remercie. Ça termine donc la période des questions. Alors, poursuivons avec la suite de l'ordre du jour à l'article 10.05, période de questions des membres du Conseil. L'article 20.01. Approbation d'un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Investissement Almag un terrain vacant d'une superficie de 2681,4 mètres carrés situé du côté est de la rue Montana, entre la cour de service Saint-Grégoire au sud et la voie ferrée du Canadien Pacifique au nord, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, connu et désigné comme étant le lot 3-204-672 du cadastre du Québec, aux fins d'agrandissement de la cour de service Saint-Grégoire pour la somme de 1 500 000 $. Oui, donc je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.02. Autorisation d'une dépense additionnelle de 128 737,84 $, taxes incluses, pour compléter les travaux de remplacement des entrées de services d'eau en plomb, de planage, de pavage et de construction d'eau d'âne sur la rue Saint-Dominique, de l'avenue du Mont-Royal à la rue Villeneuve, dans le cadre du contrat accordé à la firme Les Pavages CK, majorant ainsi l'enveloppe des contingences reliées au contrat de 109 673,72 $, à 166 405,06 $, taxes incluses, et l'enveloppe de variation des quantités reliées au contrat de 103 679,56 $ à 175 686,06 $, taxes incluses. Donc, je propose, appuyé par Richard Ryan, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 20.03. Autorisation d'une dépense additionnelle de 118 883,86 $, taxes incluses, pour la majoration de l'enveloppe des imprévus au contrat, portant le montant à 265 133,86 $, pour un coût total du projet passant de 1 171 250 $, 1 290 133,86 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat octroyé à la firme Axe Construction
pour la réalisation des travaux de réfection du chalet Baldwin. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2004, octroi à la firme Démospec Déconstruction d'un contrat au montant de 84 587 $ et 11 sous pour la réalisation des travaux de démolition de la piscine Baldwin et autorisation d'un montant additionnel de 16 917 $ et 42 sous, taxes incluses, pour les imprévus et de 13 000 $ taxes incluses pour les incidences, pour une dépense totale de 114 504 $ et 53 sous, conformément à l'appel d'offres public 54-2102. Oui, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2005, autorisation de prêt de locaux à titre gratuit à 2 organismes à but non lucratif pour l'occupation de locaux situés au Centre Laurier du 7 septembre 2021 au 30 juin 2022. Oui, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2006, octroi d'une contribution financière de 140 000 $, toutes taxes applicables, pour le programme jeunesse à 3 organismes pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et approbation des projets de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter la proposition telle que déposée. Alors, la proposition est adoptée. L'article 2007, octroi d'un soutien technique et financier totalisant 20 000 $, toutes taxes applicables, à l'organisme Festival international de musique pop Montréal pour la tenue du marché des possibles pour l'été 2021 et approbation du projet de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Richard Rayoun, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2008, octroi d'une contribution financière de 10 000 $, taxes incluses, à la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal pour le projet d'initiative en transition écologique de la Société de développement de l'avenue du Mont-Royal et approbation du projet de convention à cet effet. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 2009, octroi de contribution financière totalisant la somme de 2 000 $, taxes incluses, aux organismes désignés au sommaire décisionnel pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux. Je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.01, état de l'évolution budgétaire de l'arrondissement au 30 juin 2021. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.02, cession pour fin de parc du terrain situé sur le côté est de la rue Chambord, entre la rue Laurier-S et la rue Saint-Grégoire, pour une contribution de 41 749 $ et 37 sous. Donc, je propose, appuyé par Marianne Giguère, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 30.03, dépôt des rapports de délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés pour les périodes du 1er au 30 juin et du 1er au 31 juillet 2021. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.01, ordonnance relative à la programmation d'événements publics. Je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.02, ordonnance établissant la mise à sens unique vers le sud de la rue Saint-Christophe entre les rues Napoléon et Roy. Je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.03, ordonnance établissant l'aménagement d'une traverse pour écoliers sur la rue Mariannès entre les rues Cartier de Bordeaux. Oui, je propose, appuyé par Josefina Blanco, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.04, ordonnance relative à une murale permanente intégrant l'inscription de la marque de commerce du commanditaire Le Bar Fly, situé au 4062 boulevard Saint-Laurent. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 40.05 en avis de motion et adoption du premier projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de revoir les exigences relatives à certains usages dans les immeubles de la zone 0729.
Donc, je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, je présenterai ou ferai présenter pour adoption le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin de revoir les exigences relatives à certains usages dans des immeubles de la zone 0729. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter le premier projet de règlement tel que déposé. Adopter l'article 4006, adoption du règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, exercice financier 2021, et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4007, adoption du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de revoir les usages autorisés dans la catégorie I.3. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4008, adoption avec changement du second projet du règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin d'autoriser les catégories d'usage 1.4 ou I.2 pour certaines propriétés du secteur situé du côté ouest de la rue Saint-Urbain, au nord de la rue Prince-Arthur-Ouest, d'ajouter l'usage musée dans les catégories 1.4, ainsi que pour préciser la possibilité d'agrandir une construction dérogatoire. Donc, je propose, appuyé par Maëva Villain, d'adopter avec changement le second projet de règlement tel que déposé. Adopter l'article 4009, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser l'aménagement d'une mezzanine au toit du bâtiment situé au 3967 avenue Laval. Je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4010, adoption du premier projet de résolution en vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin d'autoriser la démolition de 2 bâtiments et la construction d'un musée sur les lots 2003 090 à 097. Donc, je propose, appuyé par Alex Norris, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4011, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pour le projet de construction d'un immeuble résidentiel de 3 étages, 6 logements avec mezzanine et terrasse au toit, situé au 4214 à 4220 avenue des Érables. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 4012, approbation des plans conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal afin d'autoriser la construction de 2 immeubles de 3 étages comprenant 9 logements sur le lot situé sur la rue Saint-Denis. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 5101, approbation de 5 renouvellements de mandat au comité consultatif d'urbanisme du Plateau-Mont-Royal. Donc, je propose, appuyé par Marie Plourde, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopter l'article 6101, dépôt des comptes rendus des rencontres du comité consultatif d'urbanisme tenues les 1er, 15, 22 et 29 juin, ainsi que le 27 juillet 2021. Et le dernier article 7001, levé de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Richard Ryan, de lever la séance du conseil d'arrondissement du 7 septembre 2021. Alors, il est 20h49. La séance du 7 septembre est maintenant terminée. Merci à vous tous.